Bonjour à tous. Nous sommes heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison de conférences. Et nous démarrons, c'est la rentrée, et nous démarrons aujourd'hui avec Stéphane Godon, qui va nous parler de l'art américain au XIXe siècle. Stéphane est docteur en histoire de l'art, il enseigne à l'université, actuellement il est aux États-Unis. Il est à New York actuellement. Donc c'est un grand spécialiste de l'art américain, mais il est aussi égyptologue. Donc pour intermède, quand il n'enseigne pas à l'université aux États-Unis, il accompagne des voyages en Égypte. En 2025, il accompagnera en Égypte en tant qu'égyptologue, mais également aux États-Unis, où il vous accueille, notamment lors de voyages à New York ou un peu partout aux États-Unis. Donc bonjour Stéphane, merci d'être là, et puis je vais vous céder la parole. Et je vous souhaite une très bonne conférence. Merci à tous. Merci beaucoup, Béatrice. Bonjour à toutes et tous. Et merci, du coup, Béatrice, pour cette présentation. Donc, effectivement, je m'appelle Stéphane Godon et donc je suis diplômé en histoire de l'art. Et effectivement, alors j'ai un double parcours en égyptologie et aussi en art du 19e siècle. En fait, c'était mes deux passions. Et donc, du coup, j'ai voulu lier ces deux passions et c'est ainsi que j'ai finalement étudié l'égyptomanie aux États-Unis au 19e siècle. Donc voilà, ça c'était mon sujet très particulier de mémoire. Donc j'ai voulu lier ces deux aspects. Voilà. Donc, je suis effectivement installé aux États-Unis depuis le début de l'année. Donc, il est 8h30 pour moi. Donc, je vois qu'il y a des gens aussi de Bruxelles. Bienvenue à tout le monde. On est un petit peu partout dans le monde, c'est parfait. Je vais démarrer donc cette conférence sur l'art américain au 19e siècle. Alors, cette conférence, c'est un petit peu, en quelque sorte, une introduction sur l'art américain donc durant ce siècle, parce que en général, on connaît un petit peu moins les artistes américains du 19e siècle. On connaît très bien les artistes du 20e, avec l'avènement de l'art moderne, etc. Les artistes contemporains aussi. Mais le 19e siècle, c'est un peu une période pour l'art américain qui est un petit peu flou pour beaucoup. Donc c'est finalement une introduction à ce sujet. Alors ça sera pas du tout exhaustif. Je pourrais pas parler de tous les artistes américains de cette époque-là, évidemment. Je vais vous évoquer plutôt les grands noms de l'art américain donc au 19e. Voilà. Alors, n'hésitez pas, s'il y a des questions, j'essaye de suivre un petit peu le fil du chat sur le côté. Mais voilà, si vous avez également des questions à la fin, je vous laisserai un petit temps pour les poser. Voilà. Donc, on peut démarrer. Alors, évidemment, pour introduire ce sujet, je commence avec un artiste que vous connaissez peut-être. Vous avez déjà sans doute entendu le nom, Benjamin West. D'ailleurs, c'est un des seuls artistes américains qui est présent au Louvre. Donc cet artiste, Benjamin West, il est considéré finalement comme le père de la peinture américaine. Donc là, je vous présente un autoportrait de l'artiste qui est à Washington. Alors, c'est finalement le premier peintre américain qui va avoir une reconnaissance mondiale. Donc c'est pour ça qu'on le considère comme le père de la peinture américaine finalement, puisque avant ça, de toute façon, on ne peut pas vraiment parler des États-Unis. C'est les colonies d'Amérique, et donc du coup, ça va être plutôt des colons qui vont ramener plutôt de l'art anglais sur le sol américain. Donc là, c'est vraiment le premier artiste qu'on va considérer comme américain et qui va avoir une grande notoriété. Alors, il se fait remarquer assez rapidement dans la haute société de Philadelphie.
Il va par contre partir très tôt pour l'Europe, une sorte de grand tour finalement pour lui. Il va partir à Rome à l'âge de 22 ans et puis il va s'installer à Londres où il deviendra le peintre d'histoire de Georges III. Alors effectivement, en fait, il va vite se spécialiser dans la peinture d'histoire. Alors je vous montre ici un de ses tableaux, hein, de ses plus célèbres tableaux, qui s'appelle La mort du général Wolfe. Donc là, il nous présente une scène qui se déroule durant la guerre de 7 ans. Alors finalement, c'est ça qui va montrer un petit peu la spécialité de Benjamin West, c'est que contrairement à ses confrères européens, qui en général se limitent à l'histoire ancienne, à l'histoire antique, eh bien lui, il va nous montrer finalement l'histoire contemporaine, ou en tout cas l'histoire récente. Et donc, vous le voyez, ici, il nous présente un épisode de la guerre de 7 ans, qui est finalement, cette guerre est contemporaine de Benjamin West. Je vous ai mis les dates ici, hein, entre 1756 et 1763, cette guerre de 7 ans qui était finalement le premier conflit mondial où on a des belligérants à la fois du continent américain, mais aussi du continent européen, bien sûr. C'est durant cette guerre de 7 ans que l'on va perdre la plupart des colonies françaises sur le sol américain. Donc je vous montre un autre exemple ici. Voilà, donc là vous voyez c'est un épisode, le traité de Penn avec les Delaware. Ça c'est un épisode qui s'est déroulé 100 ans avant finalement, mais vous voyez ça reste de l'histoire récente et de l'histoire qui est purement américaine finalement. Donc c'est ça qui est assez intéressant avec Benjamin West. Je vous montre également donc un autre tableau. Alors celui-ci, c'est le premier tableau d'un artiste américain qui a été exposé au Louvre, donc au Salon Carré du Louvre en 1802. Alors pendant cette conférence, je vais souvent vous évoquer les relations artistiques entre la France et les États-Unis, puisque effectivement au 19e siècle, c'est quelque chose c'est un lien qui est très fort. Beaucoup d'Américains vont partir en Europe et notamment à Paris pour étudier l'art. Et donc ici, vous avez finalement ce Benjamin West qui est parti en Europe, comme je vous l'ai dit, et qui va présenter ce tableau au Salon Carré. Alors, il va recevoir finalement des critiques assez mitigées par rapport à ce tableau. Alors, comme vous pouvez le voir, dans le style, dans la technique, on a quelque chose qui va nous évoquer plutôt Rubens. Donc, certains critiques vont dire que c'est de la copie finalement de Rubens. Alors, effectivement, on est dans quelque chose, vous voyez, à l'époque néoclassique, qui va se tourner vers le romantisme, donc avec Delacroix par exemple. Ça peut vous évoquer aussi Delacroix, hein, ce tableau avec cette explosion de couleurs, le mouvement, etc. Donc voilà, les critiques étaient plutôt virulentes de ce côté-ci, mais il y avait aussi des personnes qui trouvaient ce tableau fantastique, et c'est le cas apparemment de Napoléon Bonaparte. Qui aurait adoré et acclamé ce tableau au Louvre. Alors, pendant que Benjamin West fait grandir sa carrière sur le sol européen, la guerre d'indépendance éclate aux États-Unis. Hein, donc cette guerre d'indépendance qui va se passer donc entre 1775 et 1783. C'est finalement, c'est à la suite de cette guerre que l'on va vraiment pouvoir parler des États-Unis à proprement parler, hein, puisque les États-Unis donc, sont unifiés à la suite de cette guerre. Alors, c'est une guerre qui a effectivement eu
un rapport aussi avec la guerre de 7 ans, hein, puisque, comme je vous l'ai dit, à ce moment-là, la France a perdu quasiment toutes ses colonies. Donc Louis XVI a cherché à se venger des Anglais, et finalement, c'est ainsi que Louis XVI va se placer aux côtés des futurs Américains, des insurgés américains durant cette guerre d'indépendance. Donc notamment grâce à l'aide de Benjamin Franklin. Alors vous voyez d'ailleurs Benjamin Franklin qui est quasiment au centre du tableau, hein. On le voit, il fait partie donc du comité des 5, comme on les appelle, qui vont signer la déclaration d'indépendance. Alors ce tableau, il est assez connu, hein, aux États-Unis. Alors c'est un tableau de John Trumbull. John Trumbull a étudié la peinture à Londres avec Benjamin West. Donc il y a un vrai lien ici entre les deux artistes. Alors, comme je vous le disais, on reconnaît Benjamin Franklin, et juste à côté de Benjamin Franklin, vous avez à sa droite, Jefferson, qui sera le 3e président des États-Unis, hein, mais à l'époque, il était une sorte d'ambassadeur, et s'est rendu en France, hein, une sorte d'ambassadeur américain pour la France. Alors, ce tableau, on peut le voir notamment sur les billets de 2 dollars américains. Alors, on n'en voit pas souvent, hein, des billets de 2 dollars. Même quand on vit aux États-Unis, les billets de 2 dollars sont assez rares. Mais en tout cas, voilà, c'est ce tableau qui figure au verso du billet de 2 dollars. Alors, ces deux personnages, Benjamin Franklin et Jefferson, ce sont eux qui vont recommander Jean-Antoine Houdon, le célèbre sculpteur français. Ils vont recommander ce sculpteur à George Washington. Alors, George Washington, qui va devenir le premier président des États-Unis, ils vont lui recommander ce sculpteur, et donc Houdon va partir aux États-Unis pour rencontrer Washington et exécuter cette sculpture qui est très connue et dont il y a plusieurs versions, donc un marbre à l'origine bien sûr, et puis qui donnera des versions en bronze, etc. Donc, vous avez notamment le bronze que vous voyez ici à droite. C'est une sculpture qui est en France, au musée franco-américain de Blérancourt, dans l'Aisne. Je ne sais pas si certaines d'entre vous sont déjà allés dans ce musée. Je vous le recommande fortement, surtout si vous êtes intéressé par l'art américain. Et notamment au 19e siècle. Vous avez une collection qui est incroyable. Et puis, c'est un ancien château du XVIIe siècle, donc c'est très joli. Donc, je vous invite à y aller. Certaines œuvres que je présenterai pendant la conférence proviennent justement des collections du musée franco-américain de Blérancourt. Voilà, donc ça, c'était une petite parenthèse. Mais vous voyez ici donc qu'il y a des liens tout de suite, très rapidement, dès le début de l'histoire des États-Unis. Il y a un lien entre la France et les États-Unis. On fait appel à des Français, souvent, pour des œuvres importantes comme celle-ci, qui représente un président américain. Alors, il y a plusieurs raisons à cela, hein. Déjà, on va se former en France parce que il n'y a pas encore d'école d'art aux États-Unis. Donc, c'est pour ça qu'on fait appel à des artistes européens de renom. Voilà. Alors, encore une fois, pour la petite histoire, Houdon, quand il est parti aux États-Unis, donc là, c'était un voyage évidemment de plusieurs jours, plusieurs semaines à ce moment-là, la traversée de l'Atlantique, il a demandé à avoir une sorte d'assurance-vie en cas de pépin comme ça. Sa famille pourrait être indemnisée si jamais il lui arrivait quelque chose en cours de route durant la navigation ou bien aux États-Unis. Voilà. Alors, j'évoquais ces liens entre la France et les États-Unis dès le départ. Vous voyez là, je vous présente donc à droite un tableau d'un Américain qui s'appelle John Van der Linde. Et donc, John Van der Linde, en fait, est le premier Américain à préférer Paris plutôt que Londres. Tout à l'heure, je vous ai dit un peu plus tôt que Benjamin West, John Trumbull,
tous ces artistes américains de la première génération, finalement, allaient à Londres. Alors, effectivement, en général, le voyage à Londres était un peu plus, on va dire, finalement, tombait plus sous le sens que Paris pour les Américains, ne serait-ce que par la langue, finalement. Ils allaient en Angleterre pour parler anglais, finalement, et donc, ils se formaient plutôt à Londres. Alors, John van der Leyen, lui, il va préférer Paris et il va s'inscrire dans une veine néoclassique. Vous voyez ici, ce tableau à droite ressemble très fortement à des tableaux de David, par exemple. Alors vous le voyez, ces Américains qui vont à Paris, vont présenter leurs œuvres au salon de Paris. Et là, John van der Leyen, pour ce tableau, a reçu une médaille d'or en 1808. Voilà, alors je vous évoquais David, et bien justement, notre peintre français David est représenté ici à gauche par un Américain qui s'appelle Rembrandt Peale en 1810. Alors Rembrandt Peale, c'est un artiste, un peintre américain, plutôt portraitiste. C'est le frère de Rubens Peale. Donc voilà, ces deux frères ont des noms, des prénoms de célèbres peintres. Et donc, ils ont un père artiste, un père qui était peintre lui aussi, qui s'appelle Charles Peale. Alors, le voici ici sur ce tableau. Charles Peale est assez important pour l'histoire de l'art américain au XIXe siècle, mais aussi pour l'histoire des collections américaines, puisque ici, sur ce tableau, vous le voyez au moment de l'ouverture du Peale's Philadelphia Museum, donc en 1784, c'est son propre musée qu'il ouvre, donc à Philadelphie. Alors c'est un musée d'art, mais aussi, comme vous le voyez, c'est aussi surtout un musée d'histoire naturelle, finalement, où on arrive à voir derrière le rideau un énorme squelette de mammouth qui venait, c'est les débuts aussi de l'archéologie aux États-Unis, et donc on venait de retrouver ce squelette sur le continent américain, et donc Peale va décider de le présenter dans son musée. Voilà, donc ça c'est assez important pour comprendre le début des musées aux États-Unis, des collections, etc. Alors, ici, à gauche, un autoportrait justement de l'artiste, de Charles Peale, qui est également à Washington. Donc on voit que c'est un très bon portraitiste. Les Américains de la première génération vont beaucoup se tourner vers le portrait, l'art du portrait. Donc, vous l'avez vu même avec Benjamin West, je vous ai présenté un très bel autoportrait de l'artiste. Donc, voilà, en général, ils vont plutôt commencer avec l'art du portrait. Voilà. Et à droite, je vous montre un buste de William Rush. Alors, William Rush est considéré finalement comme le premier grand sculpteur américain, et il va fonder avec Peale, donc c'est pour ça que je vous montre les deux personnages ensemble. Ils vont fonder ensemble la Pennsylvania Academy of the Fine Arts, donc à Philadelphie. Ça va être la première école d'art aux États-Unis. Voilà. Donc ça, c'est très important, évidemment, puisque vous le comprenez, les artistes allaient en Europe, comme je vous l'ai dit, pour se former, mais avec cette ouverture de la Pennsylvania Academy of the Fine Arts, les Américains vont commencer à se former directement sur le sol américain. Donc là, je vous montre l'école telle qu'elle était à son ouverture. Donc l'ouverture est en 1805. Donc là, l'aquarelle date de 1806. Mais voilà, c'est ça. Le bâtiment ressemblait à ça à l'ouverture.
aujourd'hui, cette école existe toujours, mais vous le voyez à droite, c'est un tout autre bâtiment qui a été refait par la suite. Et donc là, c'est plutôt un bâtiment qui est néo-gothique, pour le coup, comme vous pouvez le voir. Alors, le bâtiment d'origine, quant à lui, est un bâtiment néoclassique. Hein. En général, c'est ce que les Américains vont privilégier à cette époque, au début de leur histoire. Il faut comprendre qu'au début de l'histoire américaine, on est en pleine recherche d'identité américaine et donc on essaye de se lancer dans des architectures qui vont faire sens finalement pour le pays. Et donc, on va se tourner vers des architectures anciennes, des architectures antiques, à l'antique. Et donc, on va beaucoup voir d'ailleurs pour ceux et celles qui sont déjà allés aux États-Unis, vous avez peut-être déjà vu ces grands bâtiments américains qui sont dans la veine néoclassique, hein, par exemple la New York Public Library, c'est un exemple, même à Washington, le Capitole, etc. Tous ces bâtiments sont réalisés dans le style néoclassique finalement. Voilà. Alors, ce bâtiment, hein, la Pennsylvania Academy of the Fine Arts, finalement, on peut voir ici une inspiration française. Alors, j'ai envie de dire, très souvent aux États-Unis, on parle d'une inspiration française, mais là, c'est presque l'inverse pour le coup, puisque vous le voyez. Alors, je vous montre deux exemples. Hein, la résidence en haut de Jefferson à Monticello en Virginie, et en bas, quelque chose un bâtiment que les Français connaissent bien, surtout les Parisiens, l'Hôtel de Salm, qui est le palais de la Légion d'honneur à Paris. Donc, vous le voyez ici, avec ce dôme et aussi cette architecture, cette forme, les ouvertures, etc. On voit qu'il y a une inspiration, mais alors cette fois, c'est peut-être pas une inspiration française, c'est peut-être plutôt les Français qui vont prendre inspiration aux États-Unis, puisque vous le voyez, la résidence de Jefferson est plus ancienne que l'hôtel de Salm. Donc voilà, c'est assez intéressant, mais effectivement, cette inspiration néoclassique, elle vient quand même bien de la France, tout du moins d'Europe. Et donc voilà, encore une fois, pour vous montrer tous ces liens qui peuvent exister et qui sont importants pour comprendre l'art américain au XIXe siècle. Voilà. Alors, un personnage important, très important de la guerre d'indépendance américaine dont on n'a pas encore parlé. Hein. On a parlé de Jefferson, on a parlé de Benjamin Franklin, etc. Le troisième de Washington également, on en a parlé. Voilà, le quatrième grand homme de cette période, c'est évidemment Lafayette. Lafayette qui est une véritable star aux États-Unis. Hein. Vous avez des Lafayette-Ville dans tous les États américains. Vous avez des Lafayette City, vous avez des Lafayette Street quasiment dans toutes les villes américaines. Des monuments érigés à la gloire de Lafayette un petit peu partout. Alors, je vous montre à droite un exemple de sculpture représentant Lafayette. Donc ici, une sculpture de Horatio Greenough. Alors, Horatio Greenough a fait une autre sculpture qui est plutôt originale, je vais dire. Je vous la montre ici. On lui a commandé en 1840, pour le centenaire de la naissance de Washington, on lui a commandé une statue pour le Capitole. Et donc, c'est cette statue qu'il va réaliser pour représenter le premier président américain. Alors là, je vous laisse imaginer évidemment la surprise des Américains, puisque vous le voyez, c'est une représentation qui est plutôt originale, où vous avez finalement Washington qui est représenté en dieu grec, Zeus, un peu comme à la Phidias, si vous voulez. Qui tient une épée, un glaive, avec le doigt qui pointe le ciel, et donc le buste nu finalement.
Donc, c'est une représentation voilà, qui a reçu évidemment des critiques. Et alors, au début, cette statue était placée vraiment au centre du Capitole. Et puis finalement, comme elle a fait un petit peu trop scandale, on l'a placée sur une pelouse à l'arrière du Capitole à Washington. Alors on ne peut plus la voir puisque maintenant elle est dans un musée, hein, cette statue. Mais à l'origine, enfin voilà, elle avait été déplacée sur une pelouse à l'arrière du bâtiment. Voilà, donc ça c'est pour Greenough, qui est quand même un grand sculpteur aussi américain du 19e, milieu du 19e siècle. Et alors, l'autre artiste que je vous présentais sur la diapositive précédente, à gauche. Donc là, c'est un portrait en pied de Lafayette également. Et alors là, l'artiste, c'est Samuel Morse. Alors, je pense que vous connaissez Morse pour le code, justement, le code Morse. C'est un grand scientifique hein, qui a créé donc ce code qui porte son nom. Alors, on le connaît plutôt en général par rapport à ses travaux scientifiques, mais c'est aussi un artiste. Et ici, voilà, il représente donc Lafayette. Je vais vous montrer un autre tableau de Samuel Morse. Voilà, vous en avez un ici. Donc, un joli tableau qui nous montre le Salon Carré au Louvre, où vous voyez eh bien, des artistes qui copient les œuvres du Louvre. Voilà, c'est quelque chose que les Américains venaient faire. Hein. Donc, Samuel Morse, d'ailleurs, fait partie de ces artistes qui vont aller étudier eh bien, l'art en France et faire des copies au Louvre. Alors là, par contre, c'est vraiment un salon carré tout à fait imaginé, puisque vous le voyez, il a essayé de mettre plusieurs chefs-d'œuvre du Louvre dans cette pièce. La Mona Lisa, hein, notamment, tout en bas, comme vous pouvez le voir, le fameux portrait aussi de François Ier. Voilà, vous avez Diane Chasseresse, etc. Donc là, vous avez des grandes œuvres du Louvre qui sont dans la même pièce finalement. Alors, ce tableau d'ailleurs, c'est un tableau qui a été exposé au Louvre en 2015 pour une grande exposition qui parlait justement de la relation entre les artistes américains et le musée du Louvre. Si ça vous intéresse, il y a un très bon catalogue d'expos qui existe. Donc c'est une expo voilà, de 2015. Voilà, ça, si ça vous intéresse. Alors, Samuel Morse va fonder, cet artiste va fonder la National Academy of Design à New York. Elle va être fondée en 1826. Donc là, la représentation que je vous montre, la gravure, date de 1860. Donc, vous voyez, hein, encore une fois, là, une inspiration européenne. Alors cette fois, pas une inspiration française, mais une inspiration plutôt vénitienne, quelque chose aussi de néo-gothique finalement, avec des arches pointues comme vous pouvez le voir. La National Academy of Design va être finalement la deuxième grande école d'art, après celle de Philadelphie dont on a parlé ensemble. Ici, voilà, vous avez cette grande école qui va être fondée à New York et Samuel Morse sera le président de cette école pendant 19 ans. Voilà. Alors, il va fonder cette école avec Thomas Cole. Thomas Cole, je vous en parlerai juste après, mais avant, je veux vous présenter un des grands élèves de la National Academy of Design, parce que vous pouvez l'imaginer, cette grande école de New York va avoir pour élèves de nombreux artistes américains. Et donc, parmi les plus célèbres, vous avez Louis Comfort Tiffany. Alors, Tiffany est connue pour autre chose, j'en parle juste après, pas pour ses tableaux, mais à l'origine, Tiffany, c'est un grand peintre et un peintre qui va adorer l'Orient et qui va peindre le Maroc, l'Égypte, etc.
Ici, je vous montre justement un de ces tableaux exécutés au Maroc, à Tanger, donc un tableau de 1873. Ici, un très beau tableau qui est au Caire, cette fois, où vous voyez la citadelle du Caire. C'est un très beau tableau, voilà, de Tiffany qui est au Brooklyn Museum. Alors, je vous disais que Tiffany, vous le connaissez non pas pour les tableaux, mais vous le connaissez évidemment pour son travail du verre. Son travail du verre qui, eh bien, il va trouver cette inspiration. Il va trouver cette inspiration finalement dans au Maroc, en Égypte, dans la lumière finalement de l'Orient. Alors excusez-moi, je suis en train de lire en même temps vos commentaires. On me demande de traduire les titres. Alors là, en fait, c'est oui, excusez-moi, parfois j'ai laissé les titres en anglais, les titres des tableaux, les titres d'origine finalement. Alors là, c'est tout simplement finalement c'est un long titre finalement pour nous dire que c'est le passage entre le Caire moderne et le Caire ancien, et on voit voilà la citadelle mosquée de Mohamed Ali et les tombes des Mamelouks. Voilà. N'hésitez pas hein, encore une fois si vous avez des questions. Alors je vous disais que voilà, il est connu pour le travail du verre, Tiffany. Voilà, je vous montre des exemples ici, hein, une très belle lampe Tiffany, et puis ici un pan majestueux. Alors, Tiffany va devenir le grand décorateur américain pendant l'époque de l'Art Nouveau, finalement fin 19e siècle, début 20e. Il va décorer les grandes demeures voilà, des riches américains finalement. Donc, et encore une fois, voilà, ce goût pour la lumière, ce goût pour la transparence, eh bien, il va le trouver dans l'Orient lors de ses voyages. Voilà, donc c'est intéressant de comprendre que c'est un peintre avant d'être voilà un artiste du verre finalement. Voilà, alors je vous disais que Morse a créé la National Academy of Design avec un autre artiste qui s'appelle Thomas Cole. Donc ici, vous avez justement une photographie qui nous montre Thomas Cole, une photographie de Matthew Brady. Alors Matthew Brady, on peut dire que c'est finalement le premier grand photographe américain. Je vous en reparlerai un petit peu plus loin. Je vous le promets. Donc ici, voilà, Thomas Cole, c'est un peintre. Alors je vous montre ici des tableaux qu'il a réalisés. Alors il a réalisé toute une série comme ça de villes antiques où il nous montre un peu tout le cycle d'une ville antique. Alors de l'apogée finalement à la destruction, à l'apocalypse, comme vous pouvez le voir ici. Donc je vous présente deux tableaux d'une série. Voilà. Alors c'est surtout pour vous montrer que c'est un artiste qui est très doué, hein, qui faisait des grands formats. Ça, ce sont des tableaux de grands formats. Alors, Thomas Cole va réaliser aussi des tableaux de ce genre. Donc là, je vous en montre deux, des paysages, comme vous pouvez le voir. Alors, ces paysages peuvent peut-être vous évoquer un mouvement américain, je suis sûr, dont vous avez déjà entendu son comment dire vous avez déjà entendu le nom finalement de ce mouvement américain, l'Hudson River School. Thomas Cole, c'est celui qui a fondé finalement cette école, l'Hudson River School. Alors justement, je vous montre ici d'autres tableaux, hein, un tableau de Frederick Church, qui est le premier finalement grand peintre de l'Hudson River School. Alors l'Hudson River School, c'est quoi? C'est finalement une école un petit peu comme l'école de Barbizon en France, en quelque sorte. Ça va être des artistes qui vont peindre dans différentes colonies d'artistes. Hein. Il va y avoir des colonies à la fois sur la côte ouest, sur la côte est, qui vont peindre les grands paysages américains. Alors,
Frederick Church, il a un père qui est très riche, qui est orfèvre, qui est président d'une compagnie d'assurance qui s'appelle Aetna, qui existe toujours d'ailleurs aux États-Unis. Et il va donc, Frederick Church, se consacrer très jeune à l'art. Il va être d'ailleurs élève de Thomas Cole, dont je viens de vous parler. Donc vous voyez, les deux vont avoir une relation assez étroite et ils vont donc réaliser des tableaux comme celui-ci, des tableaux qui vont être aussi de grand format. Alors, dans l'Hudson River School, je vous montre un autre exemple ici, un autre tableau de Church. Donc voilà, un des grands artistes vraiment américains du 19e siècle. Il y a toujours ce côté, vous voyez la lumière dans le ciel, il y a toujours une lumière finalement qui est presque divine, j'ai envie de dire. Dans l'Hudson River School, il y a toujours cette dimension divine finalement, puisque ce mouvement américain, d'ailleurs, l'Hudson River School, c'est le premier mouvement qui est véritablement né aux États-Unis et qui va rester aux États-Unis. Eh bien, ce mouvement applique la philosophie du sublime. La philosophie du sublime qui avait été lancée par le philosophe irlandais Edmund Burke. Et donc, il y a toujours une relation finalement presque divine et presque symboliste aussi parfois. Donc là, voilà, je vous montre un autre exemple. Alors, un exemple encore, un troisième exemple d'un tableau de Church. Alors, ce tableau ici, le Cœur des Andes, c'est un tableau également de grand format qui est au Metropolitan Museum à New York. Alors, ce Cœur des Andes, Church avait décidé de l'installer dans une pièce seule avec des grands rideaux en velours, des palmiers. Il avait fait toute une mise en scène et il faisait payer l'entrée aux visiteurs pour pouvoir voir ce tableau, un peu comme une sorte de diorama finalement. Donc il montrait ce tableau aux visiteurs. Et alors d'ailleurs, cette œuvre que vous voyez ici, c'est une œuvre qui a été vendue par la suite pour $10,000. C'est d'ailleurs le prix le plus élevé pour un tableau d'un peintre américain à cette époque. C'est pour ça qu'on va surnommer finalement Frederick Church le Michel-Ange du paysage. C'est vraiment son surnom qu'il va avoir, le Michel-Ange du paysage. Voilà. Alors, vous avez peut-être déjà entendu parler aussi, quand on parle de l'Hudson River School, vous avez peut-être déjà entendu parler du luminisme. Alors ça, c'est une branche de l'Hudson River School où cette fois, je vous disais, dans l'Hudson River School, vous avez une dimension qui est divine, avec ces lumières qui sont presque dans la veine symboliste aussi parfois. Le luminisme, c'est une des branches de l'Hudson River School, mais cette fois, il n'y a pas cette dimension divine, il y a une dimension qui est plus réaliste. Voilà, avec vraiment des paysages où on va vouloir plutôt représenter la réalité des effets de lumière, etc. Quelque chose qui vous rappelle peut-être l'impressionnisme. On en parlera juste après. Ici, c'est un tableau de Sanford Robinson Gifford, donc un tableau qui est à Chicago. Ce peintre est d'ailleurs allé lui aussi en Égypte. Il y a plusieurs artistes, pas mal d'artistes américains qui sont partis en Égypte pour une sorte de grand tour, comme je vous le disais, et qui étaient inspirés donc par l'Égypte. D'ailleurs, là, c'est un tableau qui représente le matin sur l'Hudson, mais quand vous voyez d'autres tableaux de Gifford qu'il a fait en Égypte, eh bien, on a presque l'impression d'avoir le même type de paysage. C'est assez intéressant de comparer ces paysages finalement. Alors, je vous parle d'artistes américains qui présentent, qui font des grands paysages, qui montrent les paysages américains. Eh bien, il y a des Français qui vont vouloir faire le voyage vers les États-Unis, puisqu'ils vont voir ces tableaux d'Américains parfois au salon à Paris, etc. Donc, ils vont avoir envie de faire le voyage. C'est le cas d'Hippolyte Sebron. Alors, Hippolyte Sebron, c'est un élève de Daguerre. Il faisait des dioramas pour Daguerre notamment. Et alors, Hippolyte Sebron, il est parti pour un voyage de 6 ans aux États-Unis, entre 1849 et 1855.
Donc, c'est un très grand voyage qu'il va faire. Il va parcourir les États-Unis. Il va aller sur la côte ouest, dans les Rocheuses, sur la côte est, etc., en Floride, en Louisiane. Et donc, il va ramener avec lui des grands paysages comme celui-ci, hein, donc ici montrant les chutes du Niagara. Je pense que je vous en montre un autre ici, une vue urbaine cette fois, donc un paysage urbain où vous voyez une rue de New York, c'est d'ailleurs Broadway, sous la neige, en 1840. Donc ça, voilà, ça vous montre un exemple de Français qui part aux États-Unis pour montrer les paysages américains et puis aussi montrer ce qui les étonne finalement. Vous voyez là, Hippolyte Sevron, ce qui peut l'étonner à ce moment-là à New York, c'est la profusion des véhicules, des personnes sous la neige. Vous voyez finalement cette luge qui peut accueillir une vingtaine de personnes, une sorte d'omnibus sur luge. Donc ça a pu l'étonner. C'est des choses qu'on n'avait pas en France à cette époque-là. Évidemment, le patriotisme américain, vous le voyez avec les drapeaux américains sur les bâtiments. Voilà. Alors, je vous parlais d'un Français qui partait aux États-Unis. Voilà, à la même époque, au milieu du 19e siècle, vous avez un grand artiste américain qui va venir en France présenter ses tableaux, et c'est George Catlin. Alors, vous avez peut-être pas entendu parler de ce George Catlin. George Catlin, c'est le peintre qui va se spécialiser dans la représentation des autochtones. Dans la représentation des Amérindiens. Alors ce tableau, excusez-moi, parfois quand je vous montre, quand je n'ai pas noté la provenance, c'est que soit on ne la connaît pas, collection privée, alors j'aurais pu le noter. Par contre, pour celui-ci, je sais très bien où il est. Il se trouve au Quai Branly, ce tableau, en France. Alors pourquoi au Quai Branly? En fait, George Catlin va au départ alors monter sa Indian Gallery, c'est comme ça qu'il l'appelle, sa galerie indienne. Il va la présenter aux États-Unis, mais il va partir assez rapidement en France et il va présenter ses œuvres, notamment à Louis-Philippe, au roi des Français. Alors ici, je vous demande de patienter juste 2 petites secondes. Je dois faire un changement de PowerPoint. Ça va prendre 2 secondes. Voilà, le PowerPoint était trop grand, donc il fallait le couper en 2. Voilà. Alors, vous voyez ici justement cette Indian Gallery qui est présentée à Louis-Philippe. Alors, l'Indian Gallery, c'est à la fois des tableaux de George Catlin, mais c'est aussi des Amérindiens qui vont venir avec George Catlin. George Catlin va venir avec des Amérindiens pour montrer les us et coutumes de certaines tribus amérindiennes en France. Et alors, c'est pour ça que Louis-Philippe va acheter des tableaux de George Catlin et la plupart de ces tableaux sont aujourd'hui présentés au musée du Quai Branly à Paris. Voilà. Donc, le tableau précédent de George Catlin, le portrait de chef indien, il est au musée du Quai Branly. Voilà. Ici, je vous parle d'un autre artiste américain qui a eu beaucoup de succès en Europe, en Angleterre et en France, c'est Hiram Powers. Hiram Powers, ici, je vous montre donc son œuvre la plus connue. Il en existe plusieurs versions, et c'est une sculpture qui a été copiée en miniature, etc., maintes et maintes fois. Alors, l'esclave grec, finalement, a été présenté aux 2 expositions universelles, donc de 1851 et 1855. Comme vous le savez sans doute, l'exposition universelle de 1851, c'est la première exposition universelle qui a eu lieu à Londres, et 1855, c'est la première exposition universelle française qui a eu lieu donc à Paris. Alors, Hiram Powers a présenté cette œuvre aux 2 expositions et donc il a eu une grande reconnaissance internationale. Finalement, cette œuvre deviendra un symbole anti-esclavagiste pendant la guerre de sécession, finalement. Alors, en parlant justement de guerre de sécession, je voulais absolument vous montrer l'exemple d'une artiste afro-américaine, puisqu'il y a plusieurs artistes afro-américains au 19e siècle. On en parle peu souvent malheureusement,
Edmonia Lewis, c'est justement un exemple d'une artiste franco-américaine qui a eu beaucoup de succès aux États-Unis, plutôt après la guerre de sécession, mais elle a commencé ses œuvres donc pendant cette guerre. Et vous le voyez ici à droite, c'est une de ces sculptures qui représente Cléopâtre, Cléopâtre en train d'agoniser après la morsure du serpent. Vous avez du mal à voir ici puisque l'œuvre est trop petite sur la présentation, mais elle tient le serpent dans sa main droite et on peut imaginer donc qu'elle vient de se faire mordre. Voilà. Donc Edmonia Lewis, c'est un exemple voilà d'une artiste afro-américaine issue d'une famille d'esclaves et qui a pu s'épanouir en tant qu'artiste, notamment donc après la guerre de sécession. Et donc cette œuvre, elle va la présenter elle aussi à une exposition universelle. Elle va la présenter à l'exposition universelle de Philadelphie en 1876. Et donc ça, c'est la première exposition universelle américaine. La guerre de sécession, justement, donc, que je viens d'évoquer, donc je vous mets ici les dates, en 1861-1865. Pendant cette guerre de sécession, vous avez à la fois des artistes qui restent sur le sol américain, mais d'autres qui partent en Europe, encore une fois, pour échapper au désastre de la guerre, cette guerre civile qui a fait des milliers de morts aux États-Unis. Alors, je vous disais que je vous reparlerai de Matthew Brady. Voilà, donc là, vous avez une photographie justement de Matthew Brady. Je vous disais que c'était un des premiers photographes américains. Il a étudié avec Samuel Morse. Vous vous souvenez de Samuel Morse qu'on a évoqué un petit peu plus tôt, qui était un pionnier finalement du daguerréotype aux États-Unis. Et donc, vous voyez ici Matthew Brady, voilà, qui nous montre une photo tout à fait poignante. Donc un Afro-Américain qui s'est fait flageller, vous le voyez ici, avec les cicatrices dans le dos. Il a photographié, Brady, voilà, des grands noms. Il a photographié Lincoln, il a photographié Edgar Allan Poe, et c'est aussi un des premiers photographes de guerre, finalement. Voilà. Des peintres qui vont également être sur le front, qui vont participer à la guerre de sécession. C'est le cas de Conrad Weiss Chapman. Et donc ici, on voit des aquarelles, des tableaux de Chapman pendant la guerre de sécession. Un autre peintre de cette époque-là, c'est George Healy. Alors George Healy, lui, va se spécialiser dans les portraits. Et donc ici, vous le voyez, c'est un des plus grands portraitistes vraiment américains qui est né à Boston. Et donc, il avait un atelier à Paris, à Chicago. Et donc ici, il nous montre Abraham Lincoln en 1869. Alors, pendant cette guerre de sécession, un grand mouvement va naître en France, un mouvement qui ne vous est pas du tout inconnu, c'est évidemment l'impressionnisme. Voilà. Alors ça, on pourrait faire toute une conférence évidemment sur l'impressionnisme américain. Donc là, je vais simplement vous montrer quelques exemples et je voulais aussi vous rappeler quelques grandes dates pour ce sujet. Donc 1863, évidemment, le Salon des Refusés, où a été présenté notamment, vous le voyez ici, donc le déjeuner sur l'herbe de Manet. Et en 1865, 2 ans après, l'arrivée de Mary Cassatt en France. Alors Mary Cassatt, ici, voilà, je vous montre 2 tableaux de Mary Cassatt. Elle est issue d'une famille d'immigrés français, la famille Cossard. Elle a été élève de Gérôme. Alors Gérôme, c'est un peintre français, Jean-Léon Gérôme, qui a eu beaucoup de succès aux États-Unis pour la simple bonne raison qu'il a épousé la fille de Goupil. Goupil, qui est le marchand d'art, qui vendait notamment des gravures. En fait, Goupil a ouvert une succursale de sa galerie à New York dans les années 1840. Donc finalement, comme son gendre qui était Jérôme,
il fallait le vendre aux États-Unis, eh bien, il y avait beaucoup de gravures de tableaux de Jérôme aux États-Unis à ce moment-là. Donc Jérôme, voilà, on comprend son succès aux États-Unis par rapport à ça, et ça va être pour cette raison que beaucoup d'artistes américains vont aller étudier dans l'atelier de Jérôme à Paris. Et donc c'est le cas, voilà, de Mary Cassatt qui va étudier auprès de lui. Alors par contre, elle va pas rester dans la veine, voilà, de Jérôme, dans la veine plutôt classique, je dirais, mais elle va se tourner vers l'impressionnisme, dont elle se sentira plus proche. Elle partage notamment le goût de la peinture à l'extérieur. Alors, même si elle se spécialise plutôt dans les portraits, hein, Mary Cassatt, comme vous le voyez ici sur ces tableaux, elle adore malgré tout peindre à l'extérieur, pas forcément du coup des paysages, mais plutôt des personnages. Et donc, c'est pour ça qu'elle va devenir très proche plutôt de Berthe Morisot et d'Edgar Degas, plutôt que de Monet, etc. Alors, Mary Cassatt, c'est très intéressant parce que c'est la grande impressionniste américaine, sans doute, mais elle exerce aussi une activité d'agent et de conseillère pour des grands amateurs d'art américains. Et elle collabore notamment avec Paul Durand-Ruel, avec qui elle va ramener 300 tableaux impressionnistes aux États-Unis. Alors c'est ainsi que l'impressionnisme va éclore voilà, aux États-Unis, finalement un peu tardivement en quelque sorte, et c'est pour ça que beaucoup d'artistes aux États-Unis vont continuer à faire de l'impressionnisme même après la période impressionniste en France. Donc, alors là, je vous montre un autre exemple, Whistler, qui est aussi le grand peintre américain impressionniste. Donc ici, Symphonie en blanc numéro 1, La jeune fille en blanc. Alors là, vous avez presque aussi quelque chose de symboliste. Hein. De toute façon, Whistler, il a un petit peu, il est un petit peu entre ces deux mouvements, hein, l'impressionnisme, le symbolisme. Alors ce tableau a été présenté au Salon des Refusés, aux côtés du déjeuner sur l'herbe de Manet. Voilà. Alors, je vous disais que l'impressionnisme, voilà, va avoir un grand écho aux États-Unis, et les artistes vont continuer à faire de l'impressionnisme après les impressionnistes en France. Donc là, vous voyez Caillebotte, ce tableau qu'on connaît bien, qui est à Chicago, donc de 1877, eh bien, va donner l'inspiration à Charles Dassam 10 ans plus tard pour faire cette rue sous la pluie. Même chose ici, vous voyez Monet en 1878, la rue Montorgueil de Monet, hein, qui est au musée d'Orsay. Eh bien, Charles Dassam, en 1910, donc vous imaginez 30 ans, 40 ans après, il réalise des tableaux dans le goût de Monet. Alors, c'est ça qui va valoir aux Américains de vives critiques. On va dire que c'est des copies de l'art français. On va dire que les Américains ne savent faire que ça, que de la copie de l'art français, qu'ils imitent finalement bêtement les Français. Mais voilà, c'est vrai que ces critiques à l'époque étaient très virulentes, et ça demandera pas mal de temps, pas mal d'années pour que ça change. Et ça, je vous le dirai juste après, on en parlera. Voilà. Jérôme, un tableau de Jérôme là, juste en haut, hein, donc le prisonnier. Je vous disais que Jérôme avait un grand succès aux États-Unis par rapport à Goupil. Eh bien, vous avez justement un tableau de Bridgman juste en dessous, où on pense qu'il a tiré directement son inspiration de ce tableau. Alors, Bridgman, il est allé en Égypte avec Jérôme. Et d'ailleurs, il est allé en Égypte avec Jérôme et avec ce peintre qui s'appelle Charles Craig Pierce, un grand peintre américain. Alors, ce tableau est immense. Il est au musée franco-américain de Blérancourt, le musée dont je vous parlais au tout début de la conférence. Donc, voilà, ce tableau est en France. Charles Craig Pierce, c'est l'exemple de l'Américain qui va à la fin du 19e siècle en France et qui va un petit peu s'inspirer de tous les mouvements
qui peuvent exister, coexister à cette époque en France, et il va piocher un petit peu dans tous ces mouvements. Donc là, vous voyez quelque chose où on voit, alors dans le visage de la bergère, on voit quelque chose qui ressemble beaucoup à Léon Bonnat, puisqu'il a étudié aussi avec Bonnat, mais dans le traitement des moutons, de l'herbe, on a quelque chose de très impressionniste. Et vous le voyez ici, c'est le même peintre, Charles Craig Pierce, qui fait cette fois, alors en haut, on a quelque chose de d'égyptisant, hein, dans la vague plutôt égyptomaniaque, et puis juste en dessous, quelque chose qui est plutôt pré-raphaélite, vous le voyez. Donc, c'est assez intéressant. C'est l'exemple vraiment d'un peintre américain qui va avoir toutes ces facettes par rapport à ce qu'il voit en France, finalement. Voilà. J'en viens alors à un mouvement qui n'est pas purement américain au départ, hein, puisque c'est un mouvement qui va venir aussi finalement de l'Europe et notamment de la France avec Courbet, le réalisme. Alors, un des grands noms du réalisme américain, c'est Eakins. Vous voyez ici donc un de ses tableaux les plus connus. Ici, alors Eakins a enseigné à la Pennsylvania Academy of the Fine Arts. Vous vous souvenez, cette école, une des premières écoles d'art américaines. Il enseigne dès 1882 dans cette école. Et donc ici, il nous montre finalement des hommes en train de nager voilà, dans un lac. Alors, Eakins était très intéressé par les travaux de Muybridge. Vous savez, la chronophotographie. Donc, ces photographies du 19e siècle qui montrent, par exemple, un cheval en train de courir et on montre toute la décomposition du mouvement du cheval. Eh bien, voilà, Eakins était très intéressé par rapport à ça. Et donc, ici, dans ce tableau, on peut voir, vous voyez, finalement, les différentes poses d'un homme. On peut imaginer que c'est le même homme, finalement, à différents moments, en train de nager, en train de sortir de l'eau, en train de sécher, en train de se relever et de plonger. Vous voyez, donc là, on a presque une décomposition du mouvement d'un plongeur, d'un nageur, si vous voulez. Donc ça, c'est une des théories. L'autre théorie, et c'est ce qui lui a valu de vives critiques, c'est que on a dit que finalement c'est un portrait de lui avec ses élèves, puisque je vous l'ai dit, il enseignait à la Pennsylvania Academy of the Fine Arts, et donc on a dit que c'était lui en train de nager ici dans le coin inférieur droit, et puis que les autres personnages sont ses élèves. Donc ça a fait un petit peu scandale à ce moment-là. D'autres tableaux donc d'un autre réaliste américain, Winslow Homer, et donc avec le réalisme américain, vous allez avoir quelque chose. On veut peindre finalement la réalité des États-Unis, la réalité des communautés, des paysages, etc. Et donc là, vous voyez des tableaux de Winslow Homer ici, où on voit justement, par exemple, une famille afro-américaine sur la droite. Alors, on est dans une recherche vraiment d'un art américain avec le réalisme américain. Et donc, cette recherche d'art américain, cette recherche d'identité américaine va vraiment atteindre son apogée pendant l'exposition universelle de 1893 à Chicago, où là, on va parler de renaissance américaine. Alors, c'est intéressant ce terme, hein, donc c'est un terme qui est venu par la suite, la renaissance américaine, où là, on va avoir des artistes américains qui vont être, où on va leur passer commande pour des grandes réalisations de bâtiments publics américains, bâtiments du gouvernement, par exemple. Donc là, je vous montre voilà, Edwin Blatchfield qui va faire la coupole de la Library of Congress à Washington. Donc ici, voilà une œuvre gigantesque sur la coupole. Edwin Blatchfield qui va réaliser aussi ce type d'œuvre. Donc vous voyez ici au City College of New York, dans l'Iowa State Capitol à Des Moines. Donc là, vous avez des œuvres donc, de très grand format qui vont participer vraiment aux projets décoratifs, architecturaux
de cette époque-là. Donc là, on parle véritablement d'une renaissance américaine. Alors, tout comme la renaissance italienne, l'inspiration va être beaucoup à l'antique finalement. Donc, on va avoir beaucoup de choses inspirées de l'antiquité grecque, romaine, égyptienne notamment. Voilà. L'autre grand nom de la Renaissance américaine, c'est Daniel Chester French, donc le grand sculpteur qui a réalisé cette sculpture monumentale d'Abraham Lincoln. Vous voyez ici une étude derrière lui dans son atelier, cette grande sculpture qui est donc à Washington dans le monument pour Abraham Lincoln, cette grande sculpture monumentale. Donc voilà, ce sont tous ces projets qui vont faire de ces artistes des grands noms de l'art américain. À droite, vous avez aussi un autre grand projet, la Custom House à New York, où là, vous avez finalement Daniel Chester French qui a fait des sculptures représentant les continents. Et là, la sculpture que je vous montre représente le continent américain, où vous voyez un aigle et un Amérindien. Voilà. Autre grand nom de la Renaissance américaine, c'est John Singer Sargent. Alors Sargent, si vous devez connaître un grand nom de l'art américain, ça peut être justement celui de Sargent. Donc là, vous voyez des peintures à la Boston Public Library. Alors ça, c'est tout simplement magnifique. Si vous n'êtes jamais allé à Boston, je vous conseille d'aller à Boston pour la Public Library, mais aussi pour le musée of Fine Arts de Boston, qui est fantastique. Donc là, Sargent nous montre, vous voyez, je vous parlais de l'inspiration égyptienne, etc. Là c'est très flagrant. Vous voyez ici un pharaon en train de combattre des Assyriens, etc. Donc, Sargent est plutôt connu non pas pour ses grands projets décoratifs que je viens de vous montrer, mais plutôt pour ses portraits. Donc là, ici, vous avez deux tableaux de Sargent. Celui de gauche, c'est la vicomtesse de Poilou, et celui de droite, c'est le fameux portrait de Madame X. Alors, il l'a appelé Madame X parce que finalement, c'est un tableau qui avait fait scandale, puisque à l'origine, une des bretelles de cette femme n'était pas sur son épaule, mais était légèrement tombée sur son bras finalement. Et donc ça avait fait scandale aussi pour la couleur de la peau qui, on disait à l'époque, qui était cadavérique. Donc finalement, c'est un tableau qui avait fait scandale, celui-ci, et c'est peut-être le tableau le plus connu de Sargent, bien qu'il ait fait des tableaux, qu'il ait peint toute l'aristocratie européenne, les riches américains, etc. C'est vraiment peut-être son tableau le plus connu, mais c'est aussi le tableau qui lui a fait quitter la France, puisque ce scandale a eu lieu en France, et donc il a dit les Français ne comprennent plus rien à mon art, je pars en Angleterre, et donc Sargent est mort en Angleterre d'ailleurs. Un autre portrait de Sargent, ici, c'est un portrait de Richard Morris Hunt. Alors, Richard Morris Hunt, c'est un des grands architectes, justement, de la Renaissance américaine. Et donc, parmi ses œuvres, vous avez le piédestal de la Statue de la Liberté, qui, pour rappel, la Statue de la Liberté a été conçue par le français Bartholdi, mais le piédestal, finalement, n'avait pas été offert par la France, et donc ce sont les Américains qui ont été chargés de financer la construction du piédestal, et donc c'est Morris Hunt qui s'en est chargé, et donc son inspiration, c'est le phare d'Alexandrie, notamment. Voilà. Une autre œuvre de Morris Hunt, c'est la façade du Metropolitan Museum de New York. Ici, vous le voyez, donc dans le style Beaux-Arts, finalement, c'est ce style qui finalement cumule plusieurs esthétiques, l'esthétique néoclassique, l'esthétique classique française, et donc on l'appelle ce style le style Beaux-Arts. C'est justement le style finalement de la Renaissance américaine. Et alors cette Renaissance américaine arrive en même temps, c'est un peu la période qu'on appelle finalement le Gilded Age aux États-Unis. C'est cette période d'essor industriel et d'essor économique. Voilà.
Donc là, on arrive à la fin de la conférence et simplement pour une ouverture, peut-être sur une prochaine conférence, qui sait, mais aussi pour comprendre voilà, la fin du 19e siècle américain en termes artistiques, c'est qu'à la fin du 19e siècle, avec tous les mouvements d'avant-garde, les mouvements modernes qui arrivent d'Europe, eh bien, on va avoir des grands événements au début du XXe siècle. Donc, l'ouverture de la galerie 291 sur la 5e avenue à New York. Donc, ça a été créé par Stiglitz et Edward Steichen, donc deux photographes américains, où dans cette galerie, on va présenter l'art africain aux côtés eh bien, de photographies américaines et de peinture eh bien, d'artistes modernes européens. Donc là, voilà, ça va être la première grande galerie d'art moderne au monde, et donc notamment aux États-Unis. Quelques années plus tard, on va avoir l'Armory Show, c'est la première exposition du genre qui permet l'affirmation d'un nouveau courant, le réalisme américain, dont je vous ai parlé, avec des grands noms comme Edward Hopper. C'est vraiment le grand nom de la deuxième génération de réalistes américains finalement. Et donc, l'Armory Show a pu avoir lieu grâce notamment au mécénat de Gertrude Whitney. Je vous mets une photo ici, juste à droite, de cette grande femme américaine. Alors, Gertrude Whitney, c'est une collectionneuse, bien évidemment, très connue, mais c'est aussi une artiste. Gertrude Whitney a réalisé des sculptures, notamment un monument pour le Titanic, qui est à Washington. Et Gertrude Whitney donc, a collectionné uniquement l'art américain. C'est ainsi qu'elle va ouvrir, vous le voyez ici, en 1931, le Whitney Museum, qui est pour la première fois le premier musée à montrer uniquement de l'art américain. Puisque vous l'avez compris pendant cette conférence, je vous ai dit qu'au 19e siècle, beaucoup de peintres américains étaient inspirés par l'Europe, par la France notamment. Eh bien, avec Gertrude Whitney, on commence à vraiment prendre conscience de la valeur des artistes américains, et donc elle va se tenir à collectionner uniquement les artistes américains. Et donc ce musée, qui est un des grands musées d'art à New York, c'est un musée qui est consacré uniquement voilà, à l'art américain. Voilà, donc je voulais faire tenir la conférence en 1 heure. Je dépasse un petit peu, j'en suis désolé. J'espère que cette conférence vous a plu. Je vous mets ici mon adresse email si jamais vous souhaitez me contacter, si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas. Alors je regarde, je ne sais pas si vous avez laissé des questions. Je prends un petit peu de retard. N'hésitez pas, si vous en avez, je peux y répondre. Voilà. Merci en tout cas à toutes et tous. Merci Stéphane en tout cas pour votre conférence, vraiment passionnante, sur un sujet d'ailleurs parfois méconnu. Alors, à quand une conférence sur Hopper? Quand vous voulez, ça fait plaisir. Et merci à tous pour votre écoute. N'oubliez pas de consulter sur notre page d'accueil internet l'onglet activités culturelles. Vous verrez ce qu'on propose, conférences. La prochaine conférence, par exemple, c'est jeudi sur Munch. Cycle de conférences, par exemple, le prochain cycle de conférences le 20 septembre sur Louis XV, mais on a aussi des visites conférences d'expositions à Paris notamment, et des journées de visite dans la région parisienne souvent, voilà, puisque c'est des journées au départ de Paris. Voilà, encore une fois, merci beaucoup Stéphane. Est-ce qu'il y a des questions? Je ne pense pas. Est-ce qu'il y a des questions, Stéphane? Oui, j'essaie de lire en même temps. J'ai pas l'impression. J'ai essayé de répondre un petit peu au fil de l'eau. Quelqu'un a mis le lien pour le musée franco-américain de Blérancourt. Merci beaucoup. Oui, c'est un très beau musée si vous souhaitez y aller. Super.
Ok, mais dans ce cas-là, on va terminer la conférence. Encore une fois, merci Stéphane. Merci. Si vous voulez retrouver Stéphane sur les voyages, je vous rappelle qu'en 2025, il accompagnera des voyages en Égypte et à New York. Et puis, voyez, Stéphane, on vous attend sur Hopper Ah oui, je vois ça. pour Bah, une écoute, prochaine oui, il va conférence. falloir qu'on prépare ça, ouais. Merci beaucoup. Voilà. Merci à tous. Merci pour votre écoute et à très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.